Merci, Monsieur le maire, pour votre présence, votre mot. Merci les amis, les élus, Zora, Abdelkrim et tous les amis qui sont passés vers l'heure de midi. Merci à nos imams qui étaient là ce matin, au président de mosquée, au réseau associatif qui est présent, à tous les amis qui sont à ce rendez-vous annuel des musulmans de Rouen. La 7e rencontre annuelle des musulmans de Rouen, le thème la justice sous divers angles. Ce matin, on a parlé un peu de religion. Notre grand imam Tariq Obrou a parlé être juste, tout court. Après, on a eu Faiza qui nous a fait vivre des bons moments avec l'émotion et les réactions émotionnelles. Lamine qui nous a parlé sur le plan professionnel. La table ronde interreligieuse qui nous a mis un peu au courant de ce qui se passe dans le milieu carcéral. Et il nous reste le niveau familial derrière et un beau spectacle en fin de journée. 2 mots sur l'Union des musulmans de Rouen, c'est simple. Je pense répéter les mêmes choses à chaque fois qu'on se voit. Au début des années 2000, on était des femmes, des hommes, des étudiants, des gens qui sont actifs dans la société. On a dit il faut faire quelque chose. Je me rappelle, on faisait des activités, des leçons, des formations avant de fondre l'UMR en septembre 2005. Et je me rappelle qu'au début, on a dit peut-être qu'on va faire un lieu de culte, construire une mosquée, etc. Et on a découvert que, Dieu merci, il y a des mosquées dans la région, il y a des lieux de culte. Énormément de gens de l'UMR sont des fidèles de la grande mosquée de Rouen El Kawthar, avec des raisons historiques où on cotise depuis des années, où certains parmi nous ont grandi, où leurs parents ont grandi à la grande mosquée de Rouen El Kawthar. Pour cela, on a dit en 2005, allez, faisons autre chose. On va faire de l'UMR une association citoyenne qui va œuvrer, pas dans les lieux de culte, mais qui va œuvrer dans la société où on vit. Et on a mis 4 axes majeurs. Le premier axe, on a dit qu'il faut absolument que l'islam soit bien compris. Une lecture saine, équilibrée et adaptée. Et sur cela, vraiment, je me rappelle, si on fait un peu le feedback, l'UMR, elle a organisé plusieurs centaines de séminaires ou de jeudis de savoir ou de colloques ou de conférences pour répéter toujours la même chose. L'islam est une religion équilibrée, l'islam est une religion qui respecte les gens, c'est une religion qui prône la paix sociale et le vivre ensemble. Et donc, les UMRiens et les gens qui nous écoutent, ils sont fiers qu'ils sont musulmans. Et ils sont fiers en même temps qu'ils font partie de ce beau pays qui est la France et qui sont des Françaises et des Français engagés, des bons citoyens, parce qu'un bon musulman, il est obligatoirement un bon citoyen. C'est impossible qu'un bon musulman soit un mauvais citoyen. L'inverse, c'est possible, parce qu'il y a des bons citoyens qui ne sont pas des musulmans ou des croyants ou quoi que ce soit. C'est possible d'être un bon citoyen sans adhérer à une religion particulière. Bref, donc c'était le premier axe, c'était une lecture religieuse équilibrée, un islam adapté qui respecte ses fondements, on ne joue pas avec la religion, mais qui est adapté à la société dans laquelle il vit, et les musulmanes et les musulmans vivent, et ça existe dans l'essence de la religion. Le deuxième grand axe, c'était la citoyenneté. Le nombre de débats qu'on a fait sur la jeunesse, sur l'Europe, avant les élections, parfois européennes, parfois municipales, où on laisse la parole à tout le monde et on invite la jeunesse à voter, à débattre, à montrer sa colère ou ses convictions, parce qu'on veut des citoyens libres et libérés, qui n'ont pas la rancune qui ne sort pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parler, débattre, avancer, lire, crier, mais dites-le, et dans le cadre du respect et dans le cadre du vivre ensemble et de la paix sociale. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le troisième axe était vraiment le dialogue interreligieux. Et ça, on a commencé depuis ce qu'on a fait avec M. Gerbi,
un ancien personnage juif de la région, maintenant il est décédé, avec qui on débattait au début des années 2000, et avec le regretté père Hérichet, qui était responsable du dialogue islamo-chrétien, et avec qui on faisait des réunions de dialogue, et on avançait. Et on a concrétisé ça avec le comité interconfessionnel, avec l'archevêque de Rouen, le rabbin de Rouen et les autres composantes des cultes monothéistes, pour faire le comité interconfessionnel qui a vu le jour en janvier 2015. Donc, le dialogue interreligieux, c'est notre troisième axe sur lequel on travaille et on y tient. Et le quatrième, c'est l'humanitaire. C'est-à-dire l'UMR, elle est impliquée, notamment avec Magic Solidarité et d'autres associations, pour aider les gens en difficulté, pour distribuer des denrées alimentaires, pour aider un peu à la mosquée le mois de Ramadan pour nourrir des nécessiteux. Au début de l'année, quand il y a la crise de froid ou de manque de denrées, quand il y a eu la crise Covid, les UMRiennes et UMRiens étaient là pour partager la difficulté des gens et aider à avancer un peu les difficultés des gens. Je termine en disant que l'UMR, c'est une famille, des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des enfants. Elle grandit. Ça nous rassure, ça rassure beaucoup autour de nous, parce qu'on est une famille pour l'intérêt de Rouen, pour l'intérêt de l'agglomération, et vraiment, on a l'amour de ce pays dans notre sang, et on a la fierté d'être musulmans dans notre sang, et c'est pour cela que ça fonctionne avec vous, avec notre public, avec tous les gens autour de nous. Bienvenue et merci, et poursuite de la soirée, bien évidemment. Wassalamu alaikum, paix sur vous. Merci beaucoup Bachar. Je vous demande maintenant d'accueillir le troisième sponsor qui sponsorise cette journée, le Secours islamique français. Je vous invite à monter sur scène. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer, permettez-moi aussi à mon tour de remercier l'Union des musulmans de Rouen, donc l'UMR, pour cette journée. C'est vrai que depuis le Covid, tous les événements avaient été annulés, et c'est toujours important de rencontrer le public, les personnes qui nous soutiennent également tout au long de l'année. Donc merci encore une fois à toutes et à tous d'être là, et surtout de votre attention. Alors, pour présenter le Secours islamique France, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais plutôt laisser la vidéo qui va être diffusée, et elle parlera bien du Secours islamique. Il n'y a pas le son. Alors pendant que j'improvise, pendant que le son arrive ou pas, dans tous les cas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très rapidement, Secours islamique France, c'est une organisation qui a près de 32 ans d'existence et qui intervient aujourd'hui en direct dans une quinzaine de pays dans le monde, dans les thématiques de sécurité alimentaire, d'éducation et de bien-être de l'enfant, d'accès à l'eau potable, et de tout ce qui concerne la mise à l'abri, c'est-à-dire la mise à l'abri temporaire dans des situations d'urgence ou à la mise à l'abri dans du plus long terme. Nous intervenons dans des contextes de développement quand il s'agit de rendre autonomes les populations, mais également dans des contextes d'urgence quand il y a des catastrophes naturelles ou des conflits par exemple. Et le plus récent, je pense que vous l'avez tous vu aussi dans les médias, c'est le terrible séisme qui s'était déroulé en Turquie et en Syrie. Et on a eu justement un exemple concret d'un type d'intervention où le Secours islamique France, en tant qu'acteur humanitaire, est intervenu. Dans ces situations-là, comme vous le savez, la priorité, elle est donnée à la nourriture, à l'accès à l'eau, à la mise à l'abri, c'est-à-dire que les personnes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur toit,
Ils sont partis avec les seuls habits qu'il y avait sur eux. Certains ont vraiment tout perdu. Et donc, dans ces situations-là, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on essaye de les soulager, d'apporter de l'aide d'urgence pour justement essayer de les accompagner, parce que dans ces situations-là, on survit. Alors, je vais demander l'adaptation. Je vais demander à mes collègues, parce que c'est vrai qu'on est pris par le temps, juste de diffuser le diapo. Laissons la vidéo alors. Agir au CIF, nous apportons une aide d'urgence aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Nous luttons contre la faim, agissons pour l'éducation, facilitons l'accès à l'eau, reconstruisons les écoles et les habitations. Nous bâtissons des projets d'avenir dans une démarche de développement main dans la main avec les populations locales pour favoriser leurs conditions d'autonomie. Face à la détresse des plus démunis, nous agissons quotidiennement en France contre l'exclusion et la précarité. Mise à l'abri, épicerie solidaire, maraudes sociales et alimentaires, nous œuvrons sur le terrain pour recréer du lien. Relever la tête ensemble, écouter, comprendre, protéger et rassurer, agir face à la souffrance. Des opérations déployées sur le terrain, appuyées par des actions de plaidoyer visant à influencer les décideurs des politiques d'aide internationale. Des projets menés dans une quarantaine de pays, préparés et coordonnés par nos experts. Des femmes et des hommes en perpétuelle adaptation, reflet de cette diversité, rassemblés autour d'une seule et même volonté. Agir pour le bien-être et le développement humain dans le respect de l'environnement. Une mission et des actions reconnues par nos pairs en France et dans le monde. Organisations majeures, institutions et bailleurs œuvrant pour le bien de l'humanité. Agir là où les besoins humanitaires et sociaux l'exigent. Agir ensemble, collaborateurs, bénévoles et donateurs. Agir pour tous, pour demain. La souffrance n'a ni origine, ni religion, ni genre. La solidarité non plus. Donc c'était cette fameuse vidéo qui résume assez bien le CIF. Et permettez-moi peut-être une minute de faire une petite parenthèse qui rejoint un peu le discours qui a été dit par mes prédécesseurs. C'est vrai que l'ONG Secours Islamique France, ça fait plus de 32 ans qu'elle existe. Et elle a toujours prôné, entre guillemets, la diversité et surtout l'impartialité et la neutralité. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur humanitaire, nous devons agir et nous devons aider la personne qui souffre, peu importe sa nationalité, sa religion, sa couleur, son pays. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour essayer de sauver la personne, de lui rendre sa dignité. Et comme on l'a dit si bien, la souffrance n'a pas d'origine, n'a pas de couleur, et la solidarité non plus. Et ça, c'est un principe fondamental de l'ONG qui, depuis sa création, s'y tient. Et c'est vraiment pas que des mots. C'est des choses concrètes sur le terrain, que ce soit le staff en France, à l'international. Pour tous nos projets, vous avez vraiment un public divers et surtout, on aide tout le monde et vraiment tout le monde. Donc ça, c'était un point important aussi à souligner. Et maintenant, je vais demander, maintenant je passe ici rapidement, je vais vous parler du séisme en Turquie et en Syrie. J'ai eu l'occasion d'y aller à la fin du mois de Ramadan. Alors j'en parle parce que c'est un événement tragique qui s'est déroulé il y a très peu de temps. Et j'en parle aussi parce que c'est un exemple d'action humanitaire sur lequel le Secours Islamique France s'est positionné et a agi. Vous pouvez voir sur les photos, en fait, moi quand j'y suis parti, c'est vrai que quand on regarde à la télé et quand on est sur place, c'est un autre monde. C'est-à-dire que moi, la première chose à laquelle j'ai été confronté, où j'ai été à la fois choqué et surpris, c'est comme si que là, maintenant, à Rouen, mais vraiment, parce que j'ai été dans la région de Gaziantep, des quartiers vraiment décimés, mais entiers. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun immeuble, tout est détruit, tout est rasé, et il n'y a pas une personne, c'est une ville fantôme. Donc c'était des paysages vraiment apocalyptiques. Nous, nos missions sur le terrain, on avait un Libanais qui nous disait que ça lui faisait rappeler dans les années 2000 quand il y avait la guerre au Liban. C'est-à-dire que tout était détruit à moitié, il y avait des bâtiments entiers qui étaient rasés, et en fait on voyait personne, c'était des zones fantômes.
Donc en fait, on nous racontait que toutes les personnes, malheureusement, celles qui sont décédées, elles sont décédées. Celles qui ont réussi à survivre, elles sont parties en fait. Tout le monde a quitté ces quartiers et ces villes pour aller auprès de leur famille dans d'autres villes de Turquie. Certains ont pris ceux qui avaient les moyens, certains ont pris leur voiture et l'avion pour y aller. Et malheureusement, une très grande partie, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas loin de la frontière syrienne, là où on était, et depuis la guerre, beaucoup de Syriens ont fui leur pays et se sont réfugiés en Turquie. Comme vous le savez, la Turquie est un grand pays d'accueil. Et du coup, tous ces Syriens-là aussi, déjà, ils vivaient malheureusement dans une situation très compliquée, parfois isolés, marginalisés. Et c'est ces populations-là, en fait, qui, déjà victimes d'un exil de leur pays depuis tant d'années, ils ont vécu encore une autre catastrophe qui était le tremblement de terre, et qui les a mis encore plus dans la difficulté. Et ce sont eux, en fait, qui ont subi les plus grandes pertes, ou en tout cas, je parle des vivants, bien sûr. Et ce que j'ai vu aussi, c'était des scènes, en fait, des paysages assez particuliers. J'étais dans des... C'est comme si que, en fait, à chaque coin de rue, vous voyez des tentes qui étaient implantées soit dans des bords d'autoroute, dans des champs, dans des terrains de foot, dans des terrains de jeu, à côté d'une maison qui n'avait pas du tout été touchée, alors qu'à côté, il y avait un bâtiment complètement rasé. Donc c'était vraiment des scènes très très particulières. Et les quelques témoignages que j'ai pu avoir et échanger avec des rescapés notamment des réfugiés syriens, il y avait par exemple l'histoire de Ali. En fait, c'était je pense qu'il devait avoir la 50aine d'années. Il vivait déjà dans une situation difficile, mais il vivait dans un appartement en fait. Malheureusement, le bâtiment dans lequel il vivait, il a été détruit, et ils ont réussi à s'en sortir malgré tout. Malheureusement, lui, il n'en est pas sorti indemne physiquement. Il est devenu presque handicapé. Du coup, aujourd'hui, il n'a plus de travail, il n'a plus de revenus parce qu'il ne peut plus travailler. Il vivait, quand on parlait avec lui, dans une tente de quoi, 9 mètres carrés. Et 9 mètres carrés, c'est des matelas par terre, il y a un petit réchaud, il y a la vaisselle, il y a les aliments, il y a les couvertures, il y a les habits. C'est même pas l'estrade où je suis, leur tente. Et c'était vraiment hallucinant parce que du jour au lendemain, c'est des personnes qui avaient un toit finalement, mais plus rien quoi. Après, il n'y a vraiment plus rien. Et vous avez des enfants aussi à côté qui ne vont plus à l'école parce que l'endroit où on était, malheureusement, il n'y avait pas d'école. Comment ils s'occupent ces gens-là? Ils s'occupent pas finalement parce que ils peuvent pas travailler, les enfants vont pas à l'école. Donc c'est vraiment une condition très très difficile. Donc voilà, moi je voulais juste partager ces quelques paroles parce que j'étais sur le terrain, j'ai pu constater vraiment l'ampleur des dégâts. En termes d'action, pour résumer, le Secours islamique France, comme je vous l'ai dit, en situation d'urgence, la priorité c'est de donner à manger aux gens, de leur donner à boire, les mettre à l'abri, réhabiliter ce qui peut être réhabilité. Et on essaye aussi de faire de l'accompagnement aussi vis-à-vis des enfants qui sont traumatisés. Là, pendant Ramadan, nous avons mené une grande opération de distribution de colis alimentaires parce que ces personnes-là aussi jeunes. Donc du coup, il fallait aussi les alimenter pour pouvoir passer ce moment pas dans les meilleures conditions, mais au moins qu'ils puissent avoir de quoi s'alimenter. Et nous sommes en train justement de développer de nouveaux projets. Et pour parler de la Syrie, parce que je n'ai pas parlé de la Syrie, parce que c'est vrai que c'est la Turquie qui avait été beaucoup plus impactée que la Syrie, malgré tout, il faut savoir que la Turquie n'a rien à envier à des pays européens. C'est un pays qui a les moyens, même s'ils ont subi une terrible catastrophe, ils ont les moyens de se relever. Ce n'est pas le cas de la Syrie du tout. C'est un pays où l'État est défaillant, c'est un pays malheureusement aujourd'hui aussi pauvre, où ils n'ont pas les capacités d'intervention et de réhabilitation qu'ont la Turquie. Et c'est pareil, le CIF est un acteur en Syrie depuis plus de 16 ans. Et d'ailleurs, c'est l'un des pays où on s'est positionné le plus rapidement possible parce qu'on avait déjà nos équipes. Et en Syrie, de la même manière, on a fourni des kits d'hygiène, des couvertures, de la nourriture, de l'eau. Et surtout, là dernièrement, on a fini des réhabilitations aussi d'abris collectifs qui ont été endommagés, où sont aujourd'hui réfugiées les personnes qu'on continue à aider et qu'on continuera à aider. Et je finirai juste par dire, avant de donner la parole à mon collègue, que en fait tout ce que je vous ai expliqué, tout ce qu'on vous a dit sur la vidéo
que le Secours Islamique France agit dans telle ou telle région du monde, dans telle ou telle thématique, ça n'est possible que grâce à vous en fait. C'est-à-dire que moi je dis souvent que c'est vous les donateurs qui sommes les premiers acteurs humanitaires avant nous, et en fait nous ne pouvons rien faire sans la générosité des donateurs. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que nous en tant qu'acteurs humanitaires, notre travail c'est de vous montrer les choses, de vous rappeler aussi l'importance d'aider, d'être solidaire avec celles et ceux qui en ont besoin, ici, pour les personnes qui sont proches de chez nous, mais aussi à l'autre bout du monde, parce que voilà, c'est aussi un devoir aussi en tant que, tout à l'heure on parlait de justice, de solidarité, de générosité, en tout cas en tant que, pour celles et ceux qui sont musulmans, c'est un devoir pour nous de pouvoir aider encore plus les autres. Alors je ne dis pas que la solidarité ça appartient aux musulmans, loin de là, au contraire. L'être humain il donne, il est poussé par l'aide, mais en tout cas chez nous aussi c'est une valeur très centrale. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver juste à côté tout à l'heure, et je laisse la parole à mon collègue Karim qui va vous parler d'une campagne prochaine qui est aussi importante pour nous. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'au nom de tous les bénéficiaires de vos dons, de votre aide humanitaire, on tient à vous remercier. Remercier l'UMR, remercier tous les donateurs et donatrices de Rouen et de sa région et du 76 et de tout le secteur pour votre aide et votre générosité. Parce que comme vient de dire mon collègue Ahmed, le secours islamique c'est juste un relais. Il prend d'une main pour redistribuer de l'autre auprès des personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans la nécessité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, c'est notre meilleur exemple. Et il nous dit dans un hadith, dans le sens du hadith, il nous dit, si tu te lèves le matin et que tu possèdes 3 choses, la sécurité, la bonne santé et de quoi manger juste pour une journée. C'est comme si tu avais toutes les richesses de ce bas monde. Donc je vous invite, je nous invite à méditer sur ces paroles. On vit en France, la sécurité c'est pas un problème. On peut se déplacer sans aucun checkpoint, sans aucun barrage. C'est pas le cas en Palestine, c'est pas le cas en Syrie, c'est pas le cas dans de nombreux pays dans le monde. Donc aujourd'hui, nous, notre action, c'est de soulager la souffrance. Et prochainement, d'ici à peine un peu plus d'un mois, il y aura Eid al-Adha. Il y a des images qui se diffusent en même temps que je vous parle. Il y a des gens, je vous assure, hein, et ça je l'ai vu de mes propres yeux lors de ma mission là-bas au Sénégal, qui ne mangent de la viande qu'à l'occasion de l'Eid. Qui ne mangent de la viande que grâce aux aides humanitaires, grâce à votre aide, aux dons que vous faites sur www.secours-islamique.org. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens qui me disent « ça fait 6-7 ans qu'on n'a pas célébré la fête ». Il faut aussi qu'on se remette en question par rapport, on parlait de justice, par rapport à notre mode de vie. Est-ce que nous, on peut bénéficier de tous ces bienfaits et oublier ceux qui souffrent? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que c'est important la notion de partage, la notion d'aider son prochain. Donc on vous invite, on vous incite à être généreux. Être généreux pour soulager la souffrance et surtout être généreux vis-à-vis de vous-même. Car, et je terminerai là-dessus, on se donne rendez-vous dans 100 ans. Dans 100 ans, du plus jeune au plus âgé d'entre nous, on sera tous à la même place. On sera sous terre à attendre le jugement. Qu'est-ce que tu vas trouver? Le geste que tu as fait pour aider, l'aumône que tu as faite. Donc, j'invite chacun, chacune, en sortant, à passer nous rendre visite sur le stand, sur votre droite, pour pouvoir contribuer au projet de Eid al-Adha. L'année dernière, on a pu soulager plus de 325 000 personnes avec le colis de viande. Donc, participez, contribuez, parlez-en autour de vous. Et une fois de plus, je remercie l'UMR pour son invitation. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Barakallahu fik. C'est vraiment une chance, en fait, aujourd'hui, d'avoir toutes les associations humanitaires et locales parmi nous. On a choisi cette année de faire, en fait, honneur aux associations, au détriment peut-être des commerçants qu'on invite habituellement, mais c'est vraiment pour que vous puissiez en fait profiter de tous les projets qui sont proposés dans la région et même à l'échelle de la France. Donc n'hésitez pas à aller les voir pendant la pause. Alors,
j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La coutume veut que je commence par la mauvaise. Ça marche mieux dans ce sens-là. Donc, Monsieur Ali Habibi, en fait, a eu un empêchement. La bonne, c'est qu'il va lui-même vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, il ne sera pas là physiquement avec nous, malheureusement. Il a tenu quand même à tenir son engagement et à être présent virtuellement, en différé. Donc, on va le voir en vidéo. Et du coup, il va vous expliquer pourquoi il n'est pas là. Je vais quand même le présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Monsieur Habibi est psychologue clinicien. Il est aussi chercheur en psychologie clinique et il est aussi thérapeute du couple et de la famille. Donc, vous allez découvrir son intervention sur la justice et l'injustice au sein de la famille. Bonne visualisation. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous passez. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent moment, une excellente journée. En cette 7e rencontre annuelle des musulmans de Rouen, qui est organisée par l'UMR, l'Union des musulmans de Rouen. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que malheureusement, je n'ai pas pu être présent physiquement parmi vous. Et je vous prie de m'excuser pour ça, car initialement, c'est ce qui était prévu. Mais j'ai dû voyager entre-temps et je suis actuellement en Ouzbékistan. Donc, autant vous dire qu'il aurait été difficile, comme vous pouvez le deviner, de faire l'aller-retour pour la conférence.